d'arrêter systématiquement cela. D'abord sur le plan sanitaire, parce que rien ne garantit la qualité de ces aides d'Éden. Ensuite sur le plan économique, parce qu'il est possible de prendre des mesures dérogatoires pour permettre que l'agriculture se développe. Je crois que vous êtes d'accord. Merci. Voilà. Féline Sarr, merci. Nous allons passer à l'autre thème qui est également important de cette Agora UGB. C'est le thème institutions, éthique et bonne gouvernance. Mamles Camara, journaliste, va interpeller le candidat Ibrahim Fall. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim Fall, les trois questions que j'aimerais vous poser se rapportent à la Constitution, au gouvernement et à un certain nombre d'institutions, notamment le Conseil économique et social et le Sénat. Concernant la Constitution, vous envisagez la création d'un ensemble de chartes, une charte sociopolitique consensuelle, une charte fixant les droits et obligations réciproques de l'État et des citoyens et une charte qui regrouperait les principes fondamentaux des institutions et des libertés Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle serait la position de ces chartes par rapport à la Constitution. Y sont-elles intégrées ou lui sont-elles extérieures? Et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager tout de même une Constitution qui serait exhaustive de toutes ces chartes que vous prévoyez de mettre sur pied? C'est la première question. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il est possible d'avoir des démarches différentes vis-à-vis de cette question des institutions. On peut les regrouper dans une constitution. Le risque, c'est d'avoir une constitution kilométrique et qui va, pour ainsi dire, banaliser le texte le plus important de notre pays. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut les séparer d'avec la Constitution. La charte dont nous avons parlé, qui est socioculturelle, elle concerne les valeurs. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de perdre les valeurs sur lesquelles repose notre patrimoine culturel et de promouvoir des contre-valeurs. Mamles, vous êtes camarade, voyez, vous vous marrez, parce que vous êtes bien cultivé. Nous avons cette parenté à plaisanterie qui est extraordinairement riche pour diffuser tout conflit qui peut se présenter entre deux individus. Dès lors que je vous serre la main, camarade Fall, c'est terminé. Si vous m'insultez, je ne vais pas réagir. Aujourd'hui, les jeunes ne le savent pas. Deuxièmement, nous avons des valeurs de Djom, de Djouk. Nous avons des valeurs de Kersa, des valeurs de respect des parents, des valeurs de Mouni. Aujourd'hui, kan mooy Mouni? Koo gis mooy dafa bëgg xaalis te nee nañu xaalis doo ko liggéey da nga koy bon, merci, da nga koy lijjanti. Où sont nos valeurs? Voilà, cette charte-là a pour objet de sauvegarder les valeurs et nous pensons que ces valeurs vont devoir être enseignées au niveau de la famille d'abord, qui est la cellule primordiale de la société. Ku ne da nga war a yar sa doom soo bëggee bu nekkee mag nekk ku yaru. En Occident, vous voyez quelqu'un qui parle, son père parle, il dit « Papa, tu mens ». Ben, on n'est pas loin de là. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, demain on va arriver à cela, entre nous et nos enfants. Dans le même ordre d'idée, nous pensons qu'il faut enseigner ces valeurs-là au niveau de l'école. Mais également, il faut une éducation civique et une éducation citoyenne pour que tous, jeunes, adultes, vieux et vieilles, nous puissions nous ressourcer et défendre notre patrimoine. Je vous donne deux exemples. Ah, les jeunes qui m'écoutent, vous me pardonnez. Il y a deux expressions.
bul faale moo ko yor bul faale, mais c'est extrêmement grave. Comment peut-on éduquer quelqu'un en lui disant bul faale? Fais ce que tu veux, peu importe ce que les autres vont dire. Je sais que les lutteurs, quand ils disaient cela, c'était pour dire que la lutte est un sport noble, aussi noble que toute autre activité. Donc bul faale su fekkente ne dañ lay naan doo dara lu dul lutteur ga. Mais ça a été dévergondé. moo ko yor. Ah, vous avez ici des candidats qui ont sur leur tête des milliards qu'ils ont détournés, et entre eux-mêmes ils se font des critiques. Et si tu dis moo ko yor, ça veut dire qu'on est prêt à accepter ces gens parce qu'ils ont maintenant de l'argent sans savoir si cet argent a été gagné honnêtement ou non. Voilà, pour les valeurs, je m'arrête. La deuxième charte concerne la sauvegarde des droits et des libertés. Nous pensons qu'il faut créer une culture des droits et des responsabilités. Aujourd'hui, les citoyens voient leurs droits bafoués. On accepte pratiquement comme si c'était une prédestination, alors qu'on devrait refuser. Le ministre de l'Intérieur vient de prendre une décision pour dire qu'il interdit toute manifestation d'ici au 30. Alors que la Constitution consacre solennellement la liberté d'expression. Dans quel pays on se trouve? Mais si les citoyens connaissent leurs droits, si l'État, même le président de la République, prend une mesure, ils vont dire non, il n'en est pas question. Tu n'as pas le droit de prendre cette mesure-là. Cette éducation citoyenne est essentielle si nous voulons avoir la cohésion. En ce qui concerne la dernière charte, c'est pour la transparence de la gestion du pays. Nous avons des institutions, inspection générale d'État et autres institutions et mécanismes de contrôle et d'inspection qui font un travail remarquable pour dénoncer la malgestion, pour dénoncer la malgouvernance, pour dénoncer les détournements de biens, pour dénoncer l'enrichissement illicite. Mais ça ne sert à rien parce que ces institutions sont obligées, dans la situation actuelle, d'envoyer le rapport au président de la République qui met le coup. Et si Ibrahim Fall est concerné, on appelle Ibrahim Fall et dit ah voilà, on vous a mis en cause dans ceci. Bon, c'est grave, hein, mais si vous adhérez au PDS, on laisse passer. C'est de cela que nous disons qu'il faut se débarrasser. Il faut que tous les citoyens soient placés sur un pied d'égalité. Il faut que les deniers publics soient gérés de manière transparente. Et pour cela, il faut que les dirigeants en donnent l'exemple. Ainsi, nous avons proposé que désormais, tout titulaire d'une charge publique ayant à gérer des deniers publics doit faire une déclaration de patrimoine à l'entrée et à la sortie, de façon à ce qu'on puisse voir si entre-temps il ne s'est pas enrichi de façon illégale. Voilà la sorte de transparence. Et le président de la République doit être le premier à se soumettre à cette transparence. Alors, je termine. Oui. Je serai le premier à le faire. Je l'ai fait en 1983 quand j'ai été nommé ministre de l'Enseignement supérieur. Mon premier geste a été d'aller voir un cabinet de notaire, de cabinet Mbaye, de faire ma déclaration de patrimoine en 2 exemplaires, dont une copie que j'ai donnée au président Diouf et une autre que je garde par gouvernement encore aujourd'hui. Et quand j'ai quitté le gouvernement, j'ai dit au président Diouf que la déclaration que j'avais faite n'a pas changé, à la seule différence que j'étais locataire acheteur d'une maison SICAP pour 15 ans. Je dis donc, je serai à l'aise pour le faire, mais je l'exigerai de tout le monde. Alors, le réalisateur me dit que nous sommes à la mi-temps du match, si on peut le dire ainsi. C'est un match de 90 minutes, il y a une mi-temps après les 45 premières minutes, mais nous allons, parce que nous avons accusé un peu de retard, poursuivre
avec Mamles Camara, en invitant le panéliste, mais aussi le candidat Ibrahima Fall. Encore plus de concision, il y a déjà des efforts qui sont faits, mais on poursuit dans cette dynamique avant de donner la parole à professeur Gueye et avant aussi d'appeler les autres panélistes sur le plateau. Mamles. Merci beaucoup. La deuxième question porte donc sur le gouvernement. Vous prévoyez la réduction de la taille du gouvernement. Alors, je veux savoir s'il s'agit d'une sorte de figure imposée à tous les candidats que de promettre à l'électorat de réduire le coût et la taille du gouvernement, ou bien alors il y a des objectifs précis en termes d'organisation, par exemple, pour opter pour la réduction d'un gouvernement dans un pays qui a à peu près besoin d'une forte présence de l'État dans beaucoup de secteurs. Rassurez-vous, la réduction du nombre de ministères n'aura pas d'incidence négative sur l'efficacité du gouvernement. Bien au contraire. Aujourd'hui, avec les remaniements à répétition, allez voir les services des finances et autres. Chaque fois qu'il y a un remaniement, tous les papiers assignés vont être renvoyés à la base parce qu'entre-temps, on a charcuté tel ministère au profit de tel autre ministère. Donc, c'est une perte de temps. Regardez le ministère dans lequel nous nous trouvons. Ministère de l'enseignement supérieur, des universités, des centres universitaires et de la recherche scientifique. Ministère de l'enseignement supérieur, ça suffit largement. Les autres, ce sont des services. Il peut y avoir une direction pour les universités, une direction pour la recherche scientifique et autres. Il y a même un ministère qui s'appelle ministère des transports aériens et des transports terrestres et ferroviaires. Et ferroviaires. Comme si le rail n'était pas des transports terrestres. Voilà le genre de regroupement que l'on va faire et qui va rendre le gouvernement encore beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. Je veux être bref, je suis là. Mamles, la dernière question. Celle-là porte donc sur la suppression d'institutions qui ont déjà été supprimées, réhabilitées. Est-ce que ce faisant, vous ne vous inscrivez pas dans ce jeu de yo-yo qui depuis quelque temps frappe notamment le Conseil économique et social et le Sénat? Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas la première fois que un candidat propose la suppression de ces institutions pour, après son élection, les remettre sur les rails. Vous avez tout à fait raison. En 1999, on avait proposé de supprimer le Sénat, le Conseil économique et social, etc. Aujourd'hui, on a le Sénat, on a le Conseil économique et social, on a plusieurs autres institutions. En ce qui concerne le Sénat, je considère que son efficacité est à la limite de la marginalité. C'est d'abord sur le plan de l'éthique, ils sont tous, du moins à 75%, nommés par le président de la République. Ça, on ne le retrouve que dans les républiques bananières. Et c'est valable d'ailleurs aussi pour le Conseil constitutionnel, puisque dans quelque temps, il va donner sa décision sur les candidatures. Les 5 sages sont tous nommés par le président de la République. Ce n'est pas normal. Si on veut donner à ces sages toute la liberté, l'autorité, d'être indépendants et de dire le droit, tout le droit et rien que le droit, il ne doit pas y avoir ces liens ombilicaux. C'est la même chose en ce qui concerne le Sénat, c'est la même chose en ce qui concerne le Conseil économique et social. Et le Sénat, ce ne sont même pas des gens qui sont payés au prorata des réunions, ils sont mensualisés exactement comme les députés. Et un sénateur, bon an, mal an, il a un salaire de plus de 1 200 000. Si vous ajoutez tous ces avantages, il est au bas mot à 2 millions s'il est sénateur simple. Multipliez 2 millions par 100 personnes sur 7 ans et vous verrez ce que cela
constitue comme aspiration des ressources nationales pour une minorité dont l'efficacité encore est douteuse. Alors faites le calcul, Mamles, je vous remercie. Une question qui vient d'un étudiant avant de donner la parole à professeur Lamine Gueye. Je m'appelle, dit cet étudiant Mam Seydouba, étudiant en Master 1, droit des collectivités locales. J'avais 3 questions à poser au professeur Ibrahima Fall, mais j'en citerai une seule parce que le temps nous est compté. Il demande, cet étudiant, pensez-vous que le régime parlementaire est le régime qu'il faut pour notre pays, vu l'expérience de 1962, notamment avec le clash entre le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia? Cette question est pertinente et je vais parler sous le contrôle des professeurs de droit constitutionnel qui sont d'éminents professeurs. Le choix que nous faisons doit porter sur les institutions et sur les hommes qui les animent. Se limiter à un choix institutionnel sans penser à la dynamique qui va animer ces institutions, c'est se condamner d'avance à l'échec. Le régime présidentiel est un régime bon s'il est présidentiel et pas présidentialiste. Comme notre régime actuel, le régime présidentialiste se caractérisant par la concentration de l'essentiel des pouvoirs, pour ne pas dire de la totalité des pouvoirs, entre les mains du président de la République. Non seulement il a l'exécutif, mais il a même le législatif. Un professeur a fait récemment une étude sur les lois qui ont été votées depuis l'alternance. Eh bien, ce sont 3 initiatives législatives qui ont permis d'avoir une loi. Toutes les autres initiatives venaient du gouvernement. Nous disons non, mieux ou pire. Il y a récemment un débat au cours duquel 2 députés ont dit qu'ils étaient les députés du président. Du président. Quel sacrilège pour le peuple qui les a élus. Nous disons qu'il faut donc absolument bannir ce régime présidentialiste. Vous prenez le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé être un organe indépendant pour promouvoir les magistrats. Il est présidé par le président de la République. Donc, vraiment, qu'on est fini avec ce régime présidentialiste. Le régime parlementaire, il est bon, mais à condition que les pouvoirs soient équilibrés. Parce qu'il y a une dérive dans le régime parlementaire qui est ce qu'on appelle le régime d'assemblée, un régime dans lequel l'assemblée a une prééminence sur le gouvernement et qu'elle est de composition hétérogène, cela aboutit à des calculs, à des dynamiques de majorité qui font qu'aucun premier ministre ne reste longtemps. Cela crée une instabilité gouvernementale. Voilà pourquoi nous disons un régime parlementaire au pouvoir séparé et équilibré. Très bien, merci. Nous allons attaquer la deuxième phase et je demanderai juste, bien respectueusement bien sûr, à Mamles Camara et au professeur Sarr de permettre juste aux 2 autres panélistes de rejoindre le professeur Lamine Gueye. Il s'agit de professeur Alioune Sall et du journaliste Pape Sambakan. Professeur Lamine Gueye, en attendant que vos collègues vous rejoignent, vous avez la parole pour interroger le candidat sur la santé, l'environnement et le cadre de vie. Vous savez déjà que nous sommes en retard sur le reste du programme. Merci, M. Khan. M. Fall, vous avez présenté dans votre programme un diagnostic précis de l'état du système de santé du Sénégal et vous avez proposé des mesures thérapeutiques. La lecture de ce programme m'inspire 3 questions. La première, vous avez préconisé des mesures qui ciblent surtout l'hôpital, augmenter l'équipement technique, l'équipement médical des hôpitaux, les doter en spécialistes. Cependant, en tant que praticien, nous savons que l'un des problèmes qui plombe le système de santé du Sénégal, c'est l'absence de médecins généralistes en première ligne. Les Sénégalais, dans la banlieue, dans les zones rurales,
en dehors de Dakar sont surtout vus par des paramédicaux et non des médecins. Pourtant, le Sénégal a l'une des plus grandes facultés de médecine de l'Afrique occidentale, a d'autres facultés intérieures, donc des médecins chauds. Certains font des spécialisations par défaut. Pourtant, ce système qui n'a pas de médecin en première ligne ne peut pas être efficient et les soins de santé coûtent cher. Que comptez-vous faire pour que les Sénégalais soient vus en majorité par des médecins et non des paramédicaux? Merci. Je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic que vous avez posé. Comment pourrais-je ne pas être d'accord face aux spécialistes émérites que vous êtes? Lorsque nous parlons de recrutement des spécialistes, cela veut dire que nous voulons d'abord qu'il y ait des médecins généralistes. J'ai été visité par une association de diplômés chômeurs. J'ai été littéralement surpris de constater le nombre de médecins, le nombre de docteurs en médecine généralistes qui battent le carreau. Et pendant ce temps, on a un Sénat qui ne fait rien. Pendant ce temps, on distribue des milliards aux lutteurs, on distribue des milliards aux artistes, alors que si on pouvait recruter ces jeunes diplômés, en général, mais en particulier les diplômés chômeurs qui sont médecins généralistes, on aurait pu couvrir au moins les soins de santé primaire sur l'ensemble du Sénégal. Quand nous parlons de spécialistes, c'est parce que nous voulons qu'au niveau de chaque région, il y ait véritablement un plateau de spécialistes tels que quelqu'un ne soit pas obligé d'être évacué de Saint-Louis à Dakar au risque de mourir en chemin parce que tout simplement, il n'y a pas de spécialistes. Peut-être que ce n'est pas valable pour Saint-Louis, mais c'est valable pour d'autres régions. Nous pensons que c'est là un problème extrêmement grave. Prenez le cas de la décision Sésame. Le président de la République avait décidé que tous ceux qui seraient âgés de plus de 60 ans auraient des soins de santé gratuits au niveau des hôpitaux. Moi, j'ai applaudi. Quand j'ai appris cette mesure, j'ai dit, ah, vraiment, ça c'est extraordinaire. J'ai été déçu. Pourquoi? Parce que le système a fonctionné quelques mois. Les hôpitaux n'ont pas eu les ressources nécessaires pour prendre en charge les personnes âgées et cela a foiré. Nous disons que c'est une bonne mesure et si nous sommes élus, nous allons la rendre effective. Mais nous allons plus loin. Nous proposons un système de santé universelle qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir accès aux soins de santé primaire de façon gratuite et vraiment de façon gratuite et non de façon théorique. Voilà en quelques mots une réponse, mais vous êtes encore mieux placé que moi pour vérifier la pertinence de mes réponses. Merci, professeur Lamine Gueye. Il nous reste 30 petites minutes. Vous savez qu'on va recevoir d'autres candidats. Vous aurez l'occasion de revenir pour aussi poser des questions sur d'autres questions, je sais, qui vous préoccupent. Avec votre permission, bien sûr, on va appeler l'autre panéliste, Abdou Sen. Monsieur Fan, oui. Est-ce que je peux vous interpeller? Bien sûr. J'ai peur que mes réponses longues privent le professeur de sa dernière question. Alors, je vous prie de lui donner l'occasion de poser sa dernière question et je répondrai en 30 secondes. J'espère que ce n'est pas une promesse électorale. Bon, je vais être extrêmement bref alors. Vous souhaitez réconcilier la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est une très belle formule et l'initiative est très louable.
Mais concrètement, comment vous allez vous y prendre pour réconcilier ces deux médecines en évitant les dérives que l'on connaît quand on essaie de les rapprocher? Merci beaucoup. Il y a eu un premier rapprochement qui a été fait depuis le temps colonial à l'hôpital de femmes aux officiers, puisque en ce qui concerne le traitement des malades mentaux, on a tout le temps associé médecine moderne et médecine traditionnelle. Mais on va aller au-delà. Il y a plusieurs pays, dont le Mali et d'autres pays, où les tradipraticiens, comme on les appelle, sont convenablement encadrés, organisés, et il y a un ensemble de critères qu'il faut remplir pour faire partie de cette liste des tradipraticiens. Au Sénégal, il n'y en a pas. Si aujourd'hui, moi, je m'installe dans la rue et je dis médecin Aoussa, capable de donner la puissance, etc., les gens vont venir. Et il y a comme ça des gens qui meurent parce que tout simplement, l'État a démissionné de ses responsabilités. Je crois qu'il est possible, sur la base de critères bien précis, de regrouper les tradipraticiens, mais de les sélectionner sur des bases objectives. Ensuite, il y a bien parfois, notamment par exemple en dermatologie, vous avez des malades qui vont voir des médecins qui ont des difficultés parce que simplement la dermatologie est ainsi faite. Finalement, on n'y arrive pas et si ces gens sont bien réseautés, on leur dit « Ah, attention, quelqu'un avait ça, il est allé à Kermassar, etc. » Il va là-bas, on lui donne une potion et curieusement, il guérit. Je pense qu'il est essentiel, attention aux marchands d'illusions. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut rationaliser les tradipraticiens, il faut leur donner droit de cité en les contrôlant et de cette façon-là, le rapprochement va de soi parce qu'un médecin traditionnel qui n'est pas compétent pourra dire à quelqu'un d'autre d'aller voir un médecin officiel et inversement. Voilà très brièvement, 30 secondes, c'est bon? Les 30 secondes sont bien épuisées. Merci professeur Lamine Gueye. Abdou Sène peut prendre le relais. Je vais présenter très rapidement professeur Alioune Sall, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, chef du département de droit public et de sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avocat. Il est auteur d'ouvrages relatifs à l'intégration africaine et de contributions sur les questions constitutionnelles. Alioune Sall, vous avez la parole pour interroger M. Fall sur le thème affaires étrangères et intégration. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour, monsieur Fall. Je suis donc censé vous interroger sur les questions de politique étrangère et je voudrais très rapidement commencer par la première. Vous avez évoqué la place de l'Afrique dans le concert international. Et pour cela, vous avez été amené à aborder la question de la réforme du Conseil de sécurité et de l'éventuelle place que l'Afrique y trouverait. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous précisiez votre proposition. Des réformes du Conseil de sécurité, il y en a au moins 5 de versions. Et je voudrais donc que vous précisiez votre position, quels seraient les pouvoirs de l'Afrique au sein de ce Conseil renouvelé, sachant premièrement qu'il y a la contrainte politique de rendre collective cette proposition. Il faudrait sans doute que d'autres États aussi l'endossent pour qu'elle ait quelques chances de succès. Et puis par ailleurs, la contrainte plus juridique, sur laquelle je ne m'étendrai pas avec vous, bien entendu, qui est la possibilité de rallier au moins les 2/3 de l'Assemblée générale des Nations Unies. La charte a été révisée que 3 fois depuis 1945, mais jamais sur des questions politiques d'une telle sensibilité. Voilà la question. Merci beaucoup, chers collègues. La question est plus que pertinente. Elle comporte 2 volets, politique et juridique. Le volet politique d'abord, parce que les Nations Unies sont une organisation de caractère politique. Depuis les années 60, la question se pose, tant
parce que le Conseil constitutionnel le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents, et cette composition a été faite en 1945, quand nous étions tous les colonies. La question qui se pose est donc de savoir comment prendre en considération le vent de décolonisation qui a permis de multiplier par 3 pratiquement le nombre de pays membres des Nations Unies, si on y ajoute l'éclatement du bloc soviétique. Et de ce point de vue, il faut un accord. Alors cet accord est rendu difficile par 3 facteurs en particulier. Le premier, c'est que l'Afrique exige d'avoir 2 sièges au moins au Conseil de sécurité. De temps en temps, on parle d'un siège. De temps en temps, on dit 2 sièges de membres permanents ou 1 siège de membres permanents avec droit de veto. Premier facteur. Le deuxième facteur, il y a des pays qui n'étaient pas des grandes puissances en 1945 qui le sont devenus et qui disent si on réforme le Conseil de sécurité, il faut absolument que nous y soyons comme membres permanents. C'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est d'autres pays. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Inde, etc. Il faudra donc trouver le moyen de concilier toutes ces demandes. Et le troisième facteur, c'est que ceux qui sont au Conseil de sécurité et qui ont un droit de veto, qui sont membres permanents avec droit de veto, veulent garder leurs privilèges et s'opposent à tout élargissement. Voilà la quadrature du cercle. Et je pense que si jusqu'à présent les négociations ont échoué, c'est parce qu'il est difficile de trouver une réponse à l'ensemble de ces paramètres. Ce que je considère, c'est que l'Afrique ne doit pas être la victime de marchandages internationaux. C'est le seul continent à ne pas avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Il s'agit de rectifier cette injustice. Et on ne doit pas lier cette rectification de l'injustice à l'élargissement à d'autres pays, d'autres continents. Voilà sur le plan politique. Sur le plan juridique, eh bien, je crois que c'est les pénalistes qui disent le pénal tient le civil en état. Eh bien, ici, c'est le politique qui tient le juridique en état. En ce sens que, sans accord politique accepté par consensus, il ne sera pas possible d'avoir un vote à la majorité requise au niveau du Conseil de sécurité et au niveau de l'Assemblée générale. Donc, c'est un peu un travail de Sisyphe qui réapparaît de temps en temps et on tourne en rond. Pour tout vous confesser, j'ai été sous-secrétaire général aux Nations Unies en charge des questions politiques africaines et du Conseil de sécurité. J'ai souvent assisté aux réunions du Conseil de sécurité à ce titre et je puis vous dire que c'est un problème extrêmement complexe, mais le Sénégal doit donner également son opinion sur cette question et se battre en conséquence. C'est ce que j'envisage de faire avec peut-être l'avantage de l'expertise. Merci. Professeur Alioune Sall, il reste 20 minutes à vos 2 collègues ainsi qu'à l'étudiant. Oui, je tenais à poser une dernière question. M'efforcer à une dernière alors. Bon, il faut que j'en sacrifie une. Bien, la deuxième question porte sur les questions d'intégration dans l'espace sous-régional. Je voudrais savoir si vous seriez prêt, une fois que vous êtes élu, à aborder la question quelque peu taboue de la prolifération des organisations dans notre espace sous-régional. Il y a au moins 2 organisations qui prétendent pouvoir réaliser une intégration économique dans notre sous-région. Il y a récemment une organisation qui dormait un peu mais qui a été réveillée, le Conseil de l'Entente, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle par rapport à la problématique que je soulève. Et donc je voudrais savoir si vous seriez prêt à aborder enfin cette question taboue et pour aller droit au but, qui de la CEDEAO ou de l'UMOA devrait piloter ce projet d'intégration. Ou alors, possibilité également, si au fond vous ne trouvez pas à réduire à la situation actuelle. Je suis tout à fait de votre avis qu'il y a une prolifération
celui à qui vous parlez a organisé en 1978 le colloque international sur l'intégration en Afrique de l'Ouest, et c'était précisément la problématique à ce moment-là entre ces différentes organisations internationales, et au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Ce que j'envisage de faire, c'est de véritablement pousser aux efforts qui ont été entrepris mais qui ont été ensuite relâchés pour faire de la CEDEAO l'organisation mère de l'Afrique de l'Ouest. En quoi faisant? D'abord, ce qui fait la force de l'UEMOA, c'est d'avoir des politiques économiques convergentes, des politiques monétaires convergentes. Au niveau de la CEDEAO, vous avez au moins 4 monnaies. Vous avez le Naira, vous avez le Cedi, vous avez peut-être le Kobo et vous avez le franc CFA. Il faudra donc que l'on fasse un effort pour rapprocher les politiques économiques des pays de façon à avoir des convergences. Une fois qu'on a ces convergences, il était prévu à ce moment-là que la CEDEAO englobe l'UEMOA pour être la seule organisation. Mais comme vous le savez, c'est plus vite dit que vite fait. Deuxièmement, ce que nous envisageons de faire, c'est de mettre l'accent sur l'intégration. La CEDEAO était très bien partie comme organisation d'intégration économique. À la suite des crises au Libéria et en Sierra Leone, la CEDEAO s'est engagée dans des opérations de maintien de la paix de caractère politique. Et cela l'a détourné, pour ainsi dire, de ses objectifs d'intégration économique. C'était une bonne chose, mais je pense que nous avons perdu au moins 10 ans. Et ce que j'envisage de faire, c'est avec les autres, parce qu'en diplomatie, il faut faire avec les autres, c'est de proposer la reprise de ce processus d'intégration économique au niveau de la CEDEAO. Vous remarquerez que l'Afrique de l'Est a une organisation, l'Afrique australe a la SADC, et nous sommes la seule région. L'Afrique du Nord a une union du Maghreb arabe qui ne fonctionne pas. Nous sommes la seule organisation à n'avoir pas une organisation mère, la CEDEAO, à la place des autres. Cela dit, il y a aussi une deuxième démarche, c'est de spécialiser chacune des deux dans des secteurs bien précis mais complémentaires. Merci. Merci. Professeur Alioune Sall, merci. Nous allons donner la parole successivement à professeur Abdou Sène et au journaliste Pape Samba Kane, et enfin l'étudiant Bouna Diakhaté peut se préparer. Pour présenter professeur Abdou Sène, il est maître de conférences en mathématiques, doyen de la faculté des sciences agronomiques, de l'aquaculture et des technologies alternatives de l'université Gaston Berger, spécialiste en modélisation, en mécanique des fluides et en biomathématiques, directeur adjoint chargé des mathématiques au laboratoire d'analyse numérique et d'informatique de l'université Gaston Berger. Et enfin, Pape Samba Kane a été directeur de publication et fondateur du Cafard Libéré, où il s'est rendu célèbre par les profils qu'il faisait des hommes publics dans son journal. Certainement, Ibrahima Fall a été profilé. Pape Samba Kane, directeur de publication du journal Le Matin et du journal Le Populaire, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Professeur Abdou Sène, vous avez la parole. Merci, monsieur Kane. J'ai 3 questions. Et je précise que vous allez l'interroger, c'est important, sur les questions d'éducation, formation, recherche, sciences et technologie. Merci. Donc j'ai 3 questions incompressibles mais très rapides. La question, ça. Oui, non, ça va pas être compliqué. Okay. L'une porte sur les effectifs des universités. La deuxième porte sur la privatisation de l'université. Et la troisième sur l'enseignement de l'arabe. Vous avez fait un constat. Dans votre programme, vous dites qu'il y a une mauvaise répartition des populations estudiantines entre les universités. Et vous proposez que l'UCAD soit décongestionné par une meilleure répartition des bacheliers
dans les pôles universitaires, qui sont en dehors de Dakar. Pouvez-vous nous dire ce que cela représente pour les pôles universitaires déjà existants, étant entendu que ces pôles sont sinon surpeuplés, du moins saturés, eu égard à leur capacité d'accueil physique et pédagogique. La deuxième question concerne la privatisation de l'université. Vous proposez de mettre un terme à la privatisation rampante de l'université sénégalaise. Monsieur Fall, saviez-vous que dans nos universités, les formations payantes sont d'un apport considérable en termes d'infrastructures, d'équipement et de financement de la recherche? Donc, seriez-vous prêt, malgré tout cela, à mettre un terme à ce sous-secteur payant de l'université publique sénégalaise? Ma dernière question concerne l'introduction, l'enseignement de l'arabe. Vous dites ceci, je cite, rapprocher, éventuellement fusionner l'enseignement en français et en arabe en lieu et place de la séparation actuelle. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus efficient du point de vue économique, scientifique et diplomatique de promouvoir l'anglais, par exemple, qui à l'échelle planétaire est une langue plus utilisée que l'arabe? Une autre question relative à celle-ci concerne les daara. Le nombre de daara au Sénégal est estimé actuellement à 50 000, ce qui porte le nombre de talibés à des centaines de milliers. Que comptez-vous faire pour les daara si vous êtes élu président de la République du Sénégal? Merci. Merci. Vous avez 3 minutes pour répondre, 1 minute à chacune des questions. Je crois que je vais démissionner parce que s'il faut répondre en 1 minute, je crois que c'est des questions à la fois pertinentes et importantes, mais je vais essayer d'être bref. En ce qui concerne les effectifs des universités, je vais commencer par vous rassurer. Demandez à monsieur le recteur, quand on s'est serré la main, après lui avoir dit bonjour, je lui ai dit, monsieur le recteur, faites tout pour sauvegarder cette université comme université de référence et refuser d'en faire un guétoubé. Donc, Saint-Louis, je pense que si c'est pour ça, vous êtes rassurés. Deuxièmement, ça c'est sur le ton, j'allais dire anodin, mais de façon plus sérieuse, ce que nous proposons, c'est d'éclater l'UCAD. Rien que la fac de lettres est en soi une université. Il y a des pays développés où même le département d'anglais de lettres pouvait être une université. Il faut mettre un terme à cette situation où l'UCAD est devenu pratiquement méconnaissable. Et la seule solution, c'est de l'éclater en 3 ou 4 universités. Mais attention, qu'on ne crée pas les mêmes universités et centres universitaires qui existent là, qui ne sont universités ou centres universitaires que de nom. Et je sais que je parle à des professeurs et des étudiants qui savent ce qui existe. Je pense que là, je peux respecter la minute. Deuxièmement, en ce qui concerne la privatisation, vous avez tout à fait raison. Les formations payantes sont rentables pour toutes les activités que vous avez indiquées. Ma réponse est, ces activités-là doivent être financées par le gouvernement. Mais je suis contre la privatisation de l'université parce que cela crée une distorsion considérable entre les étudiants réguliers et les étudiants payants. Et à terme, on risque de sacrifier la formation des étudiants réguliers pour des raisons de rentabilité de la formation payante. Mais je vous rassure, c'est parce que je considère que cette rentabilité-là, ce secteur de rentabilité doivent être financés par le gouvernement.
l'enseignement de l'arabe, ce que nous avons proposé d'abord comme ligne de départ, c'est l'organisation d'états généraux de l'éducation, de l'enseignement et de l'éducation, ainsi que de la formation. C'est le point, l'élément essentiel, qui consiste à mettre tous les acteurs, tous les intervenants, tous les intéressés autour d'une même table pour faire le diagnostic de la situation, et je sais qu'elle est désastreuse, cette situation, pour s'interroger sur les causes, pour voir quelles sont les voies et moyens de lui administrer une thérapie et quels sont les coûts qu'il faut dépenser pour pouvoir arriver à une éducation de qualité. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui concerne l'anglais. Mais l'anglais est obligatoire. Et c'est un acquis qu'il faut conserver. Tout Sénégalais qui va à l'extérieur, avec 7 ans d'enseignement de l'anglais, est capable de se développer. Moi, j'ai fait les Nations Unies. Je n'ai jamais suivi de cours d'anglais en dehors de ce que j'ai appris au lycée. Et j'ai travaillé à 75% du temps et des documents en anglais. Donc, ça, c'est un acquis qu'il faut conserver. Quand je parle de l'arabe, c'est parce que nous avons, qu'on le veuille ou non, 2 systèmes d'enseignement qui coexistent. Il y a l'enseignement en français et l'enseignement en arabe, qu'on appelle souvent l'enseignement coranique. Et il y a des gens qui se forment, qui vont ailleurs, à l'extérieur, après le baccalauréat, qui reviennent. Mais la première injustice, c'est que quand ces diplômés-là rentrent, le plus souvent, ils sont ignorés par la fonction publique, parce qu'ils n'ont pas fait leur cursus en français. La plupart du temps, ceux-ci sont pratiquement condamnés à être des oustas, à enseigner le Coran, parfois à être des prêcheurs pour divulguer et défendre l'islam, même quand ce sont des agronomes qui ont été formés dans les pays arabes. Je trouve cela injuste. Deuxièmement, les daras existent. Je crois qu'il faut leur donner, il faut relever le statut pour en faire des écoles en langue arabe et les rapprocher progressivement du niveau des écoles en langue française. Et à partir de ce moment-là, il faudra voir progressivement comment également trouver une interprétation. Moi, je suis un ancien élève du lycée fédéral, lycée El Hadj Omar Foutiyou Tall. Je me souviens en 4e, après avoir pris l'anglais en 6e, arrivé en 4e, j'ai pris arabe. Je suis allé à l'école, au cours d'arabe, mais on m'avait donné un professeur, excusez-moi le terme, tellement que tout le monde a fui. Il ne savait pas enseigner, c'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, alors que nous avons énormément de relations avec les pays arabes, la Mauritanie, le Maroc, les pays arabes, nous avons là un débouché extraordinaire pour l'émigration. Et même dans des pays comme les États-Unis, vous allez à Washington, il y a une ville où on parle arabe dans l'administration. À Washington également, il y a un secteur où vous pouvez parler éthiopien. Voilà, merci. Parce qu'il y a beaucoup d'Éthiopiens. Je dis donc qu'il faut valoriser cet enseignement arabe et il faut maintenant voir comment progressivement le rapprocher. On va y gagner à 2 reprises. Tisaïr, maîtriser la langue, Tibatin, connaître notre religion. Voilà, merci. Voilà. Merci, Monsieur Ibrahim Fall. Il nous reste 5 petites minutes. Le dernier panéliste, c'est Pape Samba Kane. Je suis sûr qu'il sera indulgent à mon endroit, parce que c'est non seulement un grand frère, mais c'est un Dombaï. Vous avez la parole pour le thème identité, culture et communication. L'étudiant Bouna Diakhaté peut se rapprocher pour poser sa question au candidat Ibrahim Fall. Pape Samba Kane. Merci, professeur. Merci, Mamoudou.
On va essayer de... J'étais en train de mettre des flèches pour fédérer des questions. Je vais tenter de le faire de façon audible pour nos auditeurs et pour M. Fall. Au lendemain des indépendances, une politique culturelle volontariste a été mise en place revendiquant une identité autour du concept de négritude. Aujourd'hui, avec la mondialisation qui s'est imposée et qui a contribué à brouiller les systèmes de référence, il nous en manque, je crois, et il en manque surtout à la jeunesse à laquelle vous vous êtes référé pour parler des valeurs. On gagne du temps parce qu'en répondant à mon confrère Mamles Camara sur les institutions, vous avez largement développé votre pensée sur les valeurs. Mais comment comptez-vous procéder pour mettre la famille, comme vous le souhaitez, au centre de la refondation des valeurs? Et pour, en référence à mon introduction, quelles politiques et dispositifs préconisez-vous pour la préservation des différentes références identitaires sénégalaises? Et comment comptez-vous en harmoniser les expressions pour l'émergence d'une identité nationale reconnaissable par tous? Dans mon panel figure quand même en bonne dernière position, vais-je dire, quelque chose qui tient à ma profession. C'est pas tout à fait la dernière, mais presque l'avant-dernière. C'est sur la presse. Je vais nous priver, et priver certainement le candidat aussi, de certaines questions liées à la presse, en me référant juste à la dernière question qui fait l'actualité et qui est relative à la dépénalisation des délits de presse. Que depuis des années, nous avons des difficultés à faire passer auprès des députés du président, comme vous les avez appelés tout à l'heure, parce qu'ils disent que les journalistes sont des citoyens comme d'autres, ce qui, il me semble, est une réponse qui indique qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait un peu la question telle qu'elle est posée à notre niveau, et même au niveau de ceux du gouvernement lui-même, qui a initié ce projet de loi. On me dit que le temps est épuisé. Nous allons prendre peut-être 3 minutes. On avait dit qu'il n'y aurait pas de prolongation, mais bon, on va y aller. Monsieur Ibrahim Fall. Merci. La famille, je considère d'abord qu'il y a 3 éléments. D'abord, il faut que les parents eux-mêmes soient imprégnés de leur culture. Aujourd'hui, on se rend compte que, et il faut que nous adultes nous le confessions, que souvent, de plus en plus, nous sommes coupés de nos racines. Et les jeunes encore beaucoup plus. Demandez à un jeune de vous donner les noms du grand-père et du grand-grand-grand-père. C'est une identité. Il faut savoir d'où l'on vient. Parce que l'une des richesses de notre pays, de notre patrimoine culturel, c'est qu'aujourd'hui, quand je rencontre M. Khan, je lui dis Khan, il me dit Fall, je lui dis Khan d'où, il va me dire, et peut-être que je peux immédiatement dire, est-ce que vous êtes apparenté à X? Vous êtes apparenté à X. Ah oui, mais moi aussi c'est un parent, et on trouve une parenté. Ces références-là, nous les perdons, et c'est extrêmement grave. L'individu devient complètement isolé, et ses parents ne font rien pour lui donner cette culture du terroir. Deuxièmement, c'est la langue. J'ai été confronté à ce problème, parce que dans le cadre de la vulgarisation du programme Tahotem, j'ai été amené à parler en français et en wolof. On m'a rapporté qu'il y a des jeunes qui disent que vraiment mon wolof là, il est difficile d'accès. Et je doute que ces jeunes-là parlent aujourd'hui un français en utilisant des termes wolof. Au nom de quoi on peut respecter davantage la langue étrangère au point de la parler sans wolof et ne pas parler sans wolof sans utiliser de termes français. Je crois qu'il y a là un problème, il faut le reconnaître et il faut y faire face. Troisièmement,
Il y a la conduite. Je y ai parlé quand votre collègue m'a posé la question. C'est les problèmes de valeur. C'est les problèmes de valeur, je n'y reviens pas puisque le temps est court. Il faut absolument qu'à dose homéopathique, progressivement, on inculque ces valeurs traditionnelles aux jeunes. Et dernière chose, sur la dépénalisation, si vous permettez, la dépénalisation des délits de presse, et puis nous allons finir avec Bouna Diakhaté. Je crois que c'est important la dépénalisation pour moi, mais sur l'harmonisation des diverses expressions identitaires, moi je crois aussi que ça, c'est une question, sinon je ne comprendrai pas pourquoi je suis là. Je pense qu'il faut effectivement promouvoir les langues nationales. Nous nous étions retrouvés avec 6 langues nationales. Aujourd'hui, je crois qu'officiellement, on en a 12 ou 14. La réalité, c'est que c'est une façon d'enterrer les langues nationales, que de démultiplier à foison les langues nationales parce qu'on sait qu'on ne les enseignera pas, alors que si on a 6 langues nationales, on est en mesure de les enseigner, de les utiliser au niveau de l'Assemblée nationale et d'avoir des moyens de traduction. Vous prenez l'Union européenne. L'Union européenne comporte je ne sais combien de langues. Et pourtant, chacun s'exprime dans sa langue et il y a une traduction simultanée. Donc, il y a là un effort à faire. Je pense que je réponds très brièvement, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut s'engager, ce qui laisse ouvert la possibilité de l'émergence d'une langue, ce qui laisse ouvert aussi la possibilité d'avoir une langue régionale. Vous prenez le Pulaar. Le Pulaar existe au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria, au Cameroun. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne pourrait pas utiliser le Pulaar comme langue régionale, à l'image, par exemple, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, où il y a des langues régionales. Voilà le sens de ma propos. Pour la dépénalisation, moi je pense plutôt qu'il y a abus de pénalisation. Dès que vous ouvrez la bouche en tant que journaliste, au nom d'une législation en termes très vagues, on vous arrête, on vous conduit en prison et le tour est joué. C'est une façon de fermer le droit d'expression. Ouais. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur la capacité des citoyens à connaître et à défendre leurs droits. À partir de ce moment-là, on aura au moins abordé une partie du problème. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect des pénalisations, c'est un problème qu'il faudra que nous examinions en prenant tous les aspects de cette question et en nous inspirant de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà ce que je peux dire. Merci. Dernier intervenant, comme panéliste, Bouna Diakhaté, vous êtes étudiant en droit économique des affaires à la faculté des sciences juridiques politiques de l'université Gaston Berger. Vous êtes secrétaire général de la commission sociale des étudiants de l'UGB. Je suis sûr que c'est une seule question que vous allez poser. Merci. Il n'y a pas de souci, je vais m'en arrêter à une seule question, donc, qui est la suivante. Dans ce contexte de crise aiguë que traversent nos universités, à travers les grèves récurrentes, les déficits budgétaires chroniques, comment comptez-vous réhabiliter la formation et la recherche? Merci. Merci. Ah, alors là, c'est une question bateau. Hein? Il me faudra au moins 3 heures pour répondre, mais je vais rester dans les 3 minutes. La réhabilitation passera d'abord à travers l'organisation des États généraux pour faire le diagnostic de la situation et dresser des orientations sur la base desquelles on pourra construire le futur. Deuxièmement, il faut faire une étude critique de la situation présente. Comment se fait-il que dans beaucoup de facultés, Saint-Louis est peut-être pas touché, sinon très peu touché, comment se fait-il par exemple à l'UCAD,
on fabrique des chômeurs alors que les écoles de formation privées sont censées donner des formations beaucoup plus pointues qui, sans régler le problème du chômage des diplômés, permettent une meilleure insertion professionnelle. Il faut réfléchir à cette situation. Deuxièmement, je crois que la problématique de l'adéquation, éducation, formation et emploi, c'est une problématique mouvante. Ce qui peut correspondre aujourd'hui à cette équation peut changer dans 3 ou 4 ans. Il faudra donc un examen périodique pour savoir si ce que l'on enseigne est adéquat par rapport aux emplois qui existent. Enfin, dernier élément, je pense très franchement qu'il faut qu'on sorte de cette situation où on veut que tout le monde puisse avoir un diplôme de l'enseignement général. C'est pourquoi nous proposons que l'enseignement technique soit réhabilité. Deuxièmement, qu'il y ait une passerelle, des passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement technique, de façon à ce que les étudiants, les élèves puissent passer de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. Si au niveau de la seconde, quelqu'un sent qu'il a des aptitudes pour être menuisier, mais qu'on l'envoie à l'enseignement technique pour être un bon menuisier. Et curieusement, ces formations peuvent être très lucratives. J'ai construit une maison et j'ai eu à rechercher un très bon carreleur. Figurez-vous que j'ai payé 5 000 francs le mètre carré de pose pour le carreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement un bon carreleur peut gagner sa vie mieux peut-être que quelqu'un qui a une licence. Cela est valable pour les menuisiers. Mais là, le programme Taxawu Thème dit nous allons mettre un terme à ces importations sauvages de mobilier et promouvoir nos propres menuisiers. Voilà. Ibrahima Fall, vous venez de mettre un terme à cette émission Agora UGB, le premier numéro qui recevait Ibrahima Fall, candidat de Taxawu Thème à cette élection présidentielle 2012. Nous aurons l'occasion de recevoir d'autres candidats dans l'ordre de passage. Macky Sall, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng et Idrissa Seck, merci d'avoir accepté de faire face